Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Math Educ TV. Dans cette vidéo, je vous parlerai du questionnement pour soutenir l'apprentissage. C'est une compétence qui me paraît essentielle à développer pour tout enseignant. Parce que lorsqu'on enseigne, il est essentiel pour moi de se préoccuper des apprentissages que notre enseignement peut susciter chez les élèves. Nous allons donc parler du questionnement pour soutenir l'apprentissage. Alors ici, je parlerai essentiellement du questionnement oral et dans une vidéo ultérieure, je m'appesantirai davantage sur le questionnement écrit. Mon propos est organisé en 4 points. D'abord, dans le premier point, j'expliquerai pourquoi questionner pour soutenir l'apprentissage. Donc, je vous parlerai de la question de la problématique de l'engagement des élèves. Je vous parlerai ensuite des types de questions qu'il est possible de poser dans un cours lorsqu'on enseigne. Je vous parlerai des bonnes pratiques pour questionner de manière pertinente, de manière à soutenir l'apprentissage. Et enfin, j'indiquerai quelques erreurs à éviter. Alors, commençons par l'engagement. Un des piliers de l'apprentissage, selon les spécialistes en sciences de l'éducation, même en neurosciences, c'est l'engagement des élèves. Il faut que les élèves s'engagent dans l'apprentissage. Et il y a plusieurs modes d'engagement. L'engagement peut être passif, il peut être actif, il peut être constructif, il peut être interactif. Et ces différents modes d'engagement suscitent différents types d'apprentissage, allant d'un apprentissage superficiel, d'un apprentissage en surface, lorsque l'engagement est passif, à un apprentissage en profondeur, lorsque l'engagement est interactif. Il nous faut donc, nous en tant qu'enseignants, développer la capacité de susciter un engagement interactif de manière à ce que les élèves développent des apprentissages en profondeur. Ces apprentissages en profondeur sont riches parce qu'ils permettent aux élèves d'acquérir des savoirs, de développer des compétences qui vont servir de base à d'autres compétences. Donc, c'est vraiment essentiel de viser des apprentissages en profondeur. Et un des outils à la disposition de l'enseignant, c'est le questionnement. Alors, quel type de questions poser? Quel type de questions poser? Il y a divers types de questions qu'on peut poser. J'en ai sélectionné quelques types, commençons par les questions ouvertes. Lorsqu'au début de l'enseignement, on veut amener les élèves à réfléchir, lorsqu'on veut vraiment stimuler la pensée de l'élève, alors les questions ouvertes sont les bienvenues. Ce sont les questions comment, pourquoi, de quelle manière. Lorsqu'on questionne de manière ouverte les élèves, on évite de leur donner trop d'indications de manière à inhiber leur effort cognitif. Donc, les questions ouvertes, c'est un type de questions qu'on peut poser aux élèves. Surtout lorsqu'on veut développer une nouvelle matière, lorsqu'on veut les amener à faire de nouveaux apprentissages. Il y a les questions fondées sur la résolution d'un problème. Lorsqu'on résout un problème, lorsqu'on est autour d'une problématique, lorsque les élèves résolvent un problème, lorsqu'ils sont sur un exercice, on peut leur poser des questions qui leur permettent donc d'approfondir leur réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment sais-tu que cela est vrai? Il y a des questions suscitant la participation de tous. C'est important dans le questionnement que tous les élèves se sentent impliqués. Donc, lorsqu'un élève répond à une question, on peut demander à un autre élève de résumer sa démarche et ensuite à un autre élève encore de se prononcer sur cette démarche-là. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est suffisante? Comment faudrait-il la compléter? Donc, les questions suscitant la participation de tous les élèves. Il y a des questions qui sont en lien avec le processus logique. Selon la matière que vous enseignez, il y a une logique sous-jacente à votre matière. En mathématiques, par exemple, on vise la démonstration. La démonstration, c'est un type de raisonnement particulier avec des règles précises. Donc, lorsque les élèves vous produisent une démarche pour résoudre un problème, c'est important qu'ils vous explicitent, que vous leur posez des questions qui les amènent à expliciter le type de raisonnement qui est sous-jacent à leur démarche. Et aussi, lorsqu'un élève a proposé une démarche, c'est important, on peut demander à d'autres élèves de proposer d'autres démarches qui peuvent également
amener à résoudre le problème qui est posé. Il y a des questions qui permettent de lancer un défi aux élèves, qui permettent aussi de confronter les points de vue. Hein, ça peut être des questions, vraiment des questions de réflexion. On peut amener les élèves à vraiment à se prononcer, à mettre en lumière les fondements de leur raisonnement. Donc c'est vraiment important. Il y a enfin les questions miroirs. Alors, les questions miroirs permettent à l'enseignant de s'inscrire dans une logique question-question plutôt que dans une logique question-réponse où c'est lui qui répond aux questions que les élèves lui posent. La question miroir, un élève pose une question, l'enseignant reformule la question pour être sûr d'avoir bien compris la question de l'élève et il renvoie la question à l'ensemble de la classe ou à un élève en particulier. Si je comprends bien, tu crois que, ou bien tu veux savoir que, ou alors tu penses que l'erreur commise ici, c'est ceci. Alors, je reformule pour être sûr d'avoir bien compris ce que dit l'élève. Et ensuite, je renvoie la demande de l'élève à ses camarades et je suscite le débat entre élèves. La question miroir. Donc, c'est une question vraiment importante qui permet vraiment de susciter des interactions, d'avoir un apprentissage interactif dans la classe. Alors, on a mis en lumière les types de questions qu'on peut poser dans une classe. Maintenant, essayons de regarder ensemble quelques bonnes pratiques qui permettent d'avoir un questionnement pertinent, c'est-à-dire un questionnement qui permet de soutenir un apprentissage en profondeur et non pas simplement un apprentissage en pratique. Alors ici, j'ai sélectionné 7 points de repère, 7 stratégies qui permettent d'avoir un questionnement pertinent. Le premier point de repère, la première stratégie, c'est la structuration. La structuration consiste à rappeler brièvement les acquis, les savoirs de la leçon précédente. Ça peut se faire par l'enseignant lui-même, ça peut se faire par un élève, et ensuite d'attirer l'attention des élèves à travers un questionnement adéquat sur de nouveaux types de connaissances. Donc la structuration. Et pour être capable de bien structurer son questionnement, je recommande, même si vous êtes un enseignant chevronné, je recommande de ne pas improviser, de préparer, avant d'aller en cours, de préparer quelques questions qui vont permettre de structurer le questionnement, de structurer les interactions entre vous et entre enseignants et élèves, et aussi entre les élèves. Donc, éviter le plus possible l'improvisation. La deuxième stratégie consiste pour l'enseignant à ajuster. À chaque fois, l'enseignant doit être capable d'ajuster, de formuler la bonne question de manière à interpeller les élèves. Il ajuste, il formule, il reformule, il interpelle les élèves pour être sûr qu'ils ont bien compris la question qu'il leur pose, pour être sûr d'avoir bien compris leur réponse. Donc, il doit être capable de s'ajuster et d'ajuster. L'enseignant doit être capable de diriger, de distribuer la parole. Ça permet d'impliquer un maximum des élèves et d'éviter les ruptures de rythme. Donc vraiment, il faut que le cours soit rythmé, que le cours soit intéressant, que tout le monde s'implique. L'enseignant doit être un bon modérateur. Ça permet aussi d'éviter les pertes d'attention, d'éviter la perte de contrôle, que la classe se transforme en marché où tout le monde parle en même temps. Donc l'enseignant, c'est le modérateur, c'est le régulateur du questionnement. En lien avec la stratégie précédente, c'est que l'enseignant doit être capable d'assurer le rythme et de faire des pauses. Pas des pauses trop longues, mais pas trop courtes non plus. On pose une question, on attend que les élèves aient le temps de réfléchir, à ne pas se laisser emballer par l'enthousiasme qui peut être débordant parfois des élèves. Dès qu'on pose une question, moi monsieur, il faut calmer le jeu, inciter les élèves à réfléchir. Et lorsqu'un élève donne une réponse trop hâtive, il faut être capable d'entretenir l'incertitude, donc de créer le doute chez lui pour l'amener à approfondir la réflexion. J'en reviens à la cinquième stratégie, c'est justement approfondir. Donc le questionnement, l'élève, je pose une question à un élève, il répond, je me rends compte que dans sa réponse, son raisonnement est partiel, sa démarche est partielle. Donc, je pose des questions pour l'encourager à aller plus loin dans la réflexion. Je pose des questions de plus en plus fines
pour l'amener à préciser, pour l'amener à être de plus en plus clair. Bien sûr, sans l'acculer, sans l'humilier, toujours en étant respectueux de l'élève. L'enseignant doit être capable d'écouter. Écouter, ça permet de bien comprendre ce que l'élève dit, de bien comprendre ses représentations, de bien comprendre ses hésitations, parce qu'elles sont révélatrices des erreurs que les élèves sont susceptibles de commettre. Et les erreurs sont importantes lorsqu'on enseigne, parce qu'elles nous permettent, d'avoir une idée précise de l'état d'acquisition des connaissances, l'état d'acquisition des connaissances. Donc, c'est important de développer une certaine capacité d'écoute. Lorsqu'un élève parle, on essaie d'avoir le silence pour que l'élève puisse s'exprimer librement, de manière audible, pour que l'enseignant puisse écouter. L'enseignant doit être capable de répondre lorsqu'il a posé une question aux élèves, ou lorsque les élèves lui ont posé une question, lorsqu'il a suscité le débat, l'enseignant doit être capable de faire des synthèses, pour répondre aux élèves, hein, de manière, il doit veiller à intégrer les idées, à s'intéresser aux différentes idées qui ont été exprimées durant le débat. Donc voilà quelques bonnes pratiques, hein, j'en ai proposé 7, mais j'insiste, hein, ces bonnes pratiques, ces stratégies ne sont pas des vérités absolues, ne sont pas des vérités d'évangile. Il faut être capable de les adapter au contexte. Hein, si vous avez un effectif pléthorique, c'est sûr qu'il y a des stratégies qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres. Il y a certainement d'autres stratégies à développer. D'accord? Donc vraiment, tout ce que je dis n'est pas vérité d'évangile. Je terminerai cette vidéo en indiquant quelques pratiques à éviter, hein, si on veut avoir un questionnement pertinent. Alors la première, c'est d'éviter le plus possible la question classique « avez-vous compris ?» Parce que c'est une question qui est trop vague, qui est trop générale, qui est donc peu efficace pour vérifier réellement la compréhension des élèves. Il vaut mieux être précis. Vous avez fait un cours sur la résolution des équations du second degré. Vous posez une question sur la résolution d'une équation du second degré. Vous avez fait le cours, vous avez la théorie, les élèves ont fait des exercices, etc. Vous leur proposez une équation à résoudre et puis, à travers leurs réponses, vous verrez bien s'ils savent résoudre les équations. Parce que si vous leur demandez, vous avez compris, ils peuvent vous dire oui, ça ne signifie absolument pas qu'ils ont compris. S'ils vous disent non, ça ne signifie pas forcément qu'ils n'ont pas compris. Donc, il faut être capable de poser des questions précises qui vous permettent d'avoir accès à la compréhension des élèves. Il faut éviter de réagir du tic au tac par vrai ou faux aux réponses des élèves. Je pose une question et quelle est, etc., etc. Bon, bien sûr, lorsque ce sont des questions qui amènent des connaissances précises, on peut être tenté de répondre par vrai ou faux, mais il vaut mieux quand même expliquer en quoi une réponse est fausse. D'accord? Pas simplement répondre par vrai ou faux. Quitte à utiliser la stratégie de la question miroir. Hein? Votre camarade dit ceci, qu'en pensez-vous? Donc, évitez le vrai ou faux sec. Et puis, on passe à un autre élève. Ignorer les erreurs des élèves. Hein, c'est en lien avec l'erreur précédente. Il ne faut pas ignorer les erreurs des élèves. Quand vous, en tant qu'enseignant, vous posez une question et que vous entendez des réponses erronées, d'accord? C'est important de vous attarder sur ces réponses-là, de leur donner une rétroaction, de faire de la rémédiation. Surtout si les erreurs, vous pensez qu'elles sont importantes, si elles sont dommageables. Bien sûr, avec nos effectifs pléthoriques, c'est difficile, vous me direz, de s'intéresser à toutes les erreurs. Vous n'allez pas vous intéresser à toutes les erreurs, vous allez vous intéresser aux erreurs les plus graves, les plus récurrentes, celles qui sont capables de remettre en question tous les acquis. Donc c'est vraiment important de ne pas ignorer les erreurs des élèves. Et je terminerai par quelque chose d'important aussi, c'est de ne pas laisser les élèves se moquer des réponses d'un camarade. D'accord? Parce que vous risquez d'inciter cet élève à ne plus vouloir répondre, parce que personne n'aime qu'on se moque de lui, à ne plus vouloir répondre. Vous pouvez inhiber sa réflexion. D'accord? Vous pouvez l'amener à perdre sa confiance en lui. Donc, il faut vraiment instaurer dans la classe un climat de confiance où les élèves savent qu'ils peuvent poser des questions sans qu'on se moque d'eux, sans que leurs camarades se moquent d'eux, ou sans que l'enseignant se moque d'eux. Ils savent qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une écoute attentive à leurs préoccupations.
hein, à leur effort cognitif. Donc c'est important, hein, de veiller au climat de la classe, qu'il y ait un climat respectueux. Donc voilà ce que je tenais à dire sur le questionnement. Hein. C'est important lorsqu'on est enseignant de développer sa compétence à questionner. Et je l'ai dit, je l'ai déjà dit à un moment dans la vidéo, euh, il vaut mieux improviser le moins possible. Préparez ne serait-ce que quelques questions qui vont vous servir de point de repère, hein, en variant bien sûr les types de réponses, en vous adaptant au type d'élève que vous avez, en vous adaptant aux conditions dans lesquelles vous enseignez. Là, j'ai donné des principes généraux, mais il est clair que ces principes doivent sont à adapter au contexte. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Math Edu TV. C'est une chaîne sur laquelle vous pouvez booster votre compétence à enseigner. Vous êtes déjà plus d'une centaine à être abonnés sur la chaîne et les premières vidéos que nous avons publiées sur la chaîne ont suscité pour l'instant plus de 1000 vues. Alors je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la peine de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à me contacter, d'accord? N'hésitez pas à me contacter en faisant des commentaires, sur la vidéo. Je réagirai. Ça permettra d'améliorer notre façon de faire. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur la chaîne Math Edu TV. Merci.